Et puis, vous savez, contrairement à l'Occident, chez nous, les lieux de sépulture, les tombes, les cimetières, quand il y en a, sont pas des lieux que l'on visite. Et je pense dans ma thèse dans ma théorie qu'il y a pour les populations locales l'envie d'oublier un lieu maudit, un lieu où il y a certainement eu beaucoup de morts, où les gens partaient, on ne savait pas où ils allaient, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, hein, à l'époque, on parle du 16e, 17e siècle, à cette époque-là, les gens ne savent pas qu'il y a autre chose après la mer. Donc, pour eux, c'est comme si c'était un lieu maléfique où les gens disparaissent. Ils rentrent dans l'eau, ils ne reviennent jamais. Et donc, c'est un lieu dangereux. Et donc il fallait Un s'éloigner. lieu Donc, maudit qu'il fallait éviter alors. il fallait éviter. Donc, ce qui fait que les populations locales, il y a cette explication-là que je pense qu'il y a toute sa raison d'être. Maintenant, de l'autre côté, les esclavagistes, quand on interdit la traite, les nouveaux commerçants qui traitent avec la côte camerounaise n'ont pas envie d'être associés à ce port-là, parce que c'est un ancien port qui est tristement célèbre. Donc, ils n'ont pas envie d'être associés à ce port-là. Ils déplacent le port vers le site où il y a actuellement le port qu'on appelle le port de Limbé. Donc, ils ont déplacé le port et donc, en le déplaçant, ce lieu est devenu abandonné, un peu une ville fantôme. Bien, je ne veux pas revenir sur ce que Alain Michel a expliqué ici avec ses mots, parce que c'est lui qui a écrit cela. Ce que j'ai vu en plus de cela, j'ai découvert aussi, bon, il a dit lui-même, il n'est pas militant, mais je n'en sais rien, mais je l'ai trouvé quand même aussi, quand on essaie de chercher sur son profil, on voit très bien aussi qu'il fait le témoignage quand même de l'histoire du Cameroun. Et là aussi, à l'entendre parler du Cameroun, parce que Bimbia, quand même, c'est en fait, cette fenêtre de la traite négrière au Cameroun qu'il rapporte ici, mais c'est aussi un témoin, euh, ça c'est moi qui le dis, c'est comme ça que j'ai compris, du moins de ce que j'ai pu lire sur lui et des discussions que j'ai eues avec lui depuis que je suis dans le Finistère avec lui, c'est que le militantisme, il est là. Les intellectuels sont aussi des militants, c'est-à-dire ceux qui s'engagent pour la cause de l'Afrique. C'est du moins comme ça que j'ai défini un peu cela. Alors, je vois qu'il y a eu la transition démocratique au Cameroun également. Et quand on voit un peu l'histoire du Cameroun, il y a des rapprochements qu'on peut faire avec l'histoire du Congo. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui en compagnie d'Alain Michel Quinfac, auteur de l'ouvrage Bimbia 2015-2025, une odyssée mémorielle, conférencier militant de la mémoire et acteur engagé du dialogue entre l'Afrique et sa diaspora. Bonjour Alain. Bonjour Christian. Un plaisir de vous avoir sur R7 pour évoquer la mémoire, l'histoire et la quête de sens d'un continent encore marqué par ses silences. Nous allons donc comprendre avec vous un voyage que vous aviez entamé il y a 10 ans, celui de Bimbia 2015. Nous sommes maintenant en 2025, une odyssée, disais-je, mémorielle, fruit d'un engagement personnel et collectif autour d'un lieu méconnu, dites-vous, mais fondamentale. Bimbia, site de mémoire de la traite négrière situé au sud-ouest du Cameroun, d'où partirent des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants vers les Amériques. En 2015, vous posiez pour la première fois le pied sur ce site. Ce moment allait bouleverser votre vie et nourrir une décennie d'actions, de réflexion, de création et de dialogue autour de la mémoire, de l'esclavage et de l'avenir africain. 10 ans plus tard,
Que faire de cette mémoire? Comment la transformer en levier de conscience, de réconciliation, d'action? Et surtout, comment Bimbia peut-il devenir un tremplin vers un panafricanisme ancré et actif? Autant de préoccupations auxquelles vous allez tenter donc d'édifier nos téléspectateurs, nos internautes. Alors, vous parlez donc de Bimbia comme d'un point de bascule dans votre parcours. Qu'est-ce qui, selon vous, bien sûr, fait que ce lieu dépasse le simple cadre historique? Alors, il dépasse le simple cadre historique parce que figurez-vous que j'ai fait mes études au Cameroun. Je suis né au Cameroun. J'ai fait mes études au Cameroun jusqu'à la licence. Je suis allé en France faire des études supérieures et je rentre au Cameroun en 1989. Donc, je passe 10 ans au Cameroun et régulièrement, tous les week-ends pratiquement, je vais me baigner à quelques encablures de ce site. Mais je n'ai jamais entendu parler de ce site, beaucoup de Camerounais non plus. Et il se trouve que j'ai été à Gorée en 1983. Et choqué comme tout le monde par l'histoire de l'esclavage, en visitant Gorée, je rentre chez moi et je suis insouciant, insoucieux, ignorant de l'existence d'un tel site au Cameroun. Et donc en 2015, je suis au Cameroun à nouveau pour des raisons privées et j'entends parler d'une excursion sur le site de Bimbia. Chez Quelque vous, temps alors, auparavant, à partir de 2010, sur les réseaux sociaux, je voyais des Camerounais dire oui, poster des images de vestiges en disant c'est chez nous, mais sans développement, sans information là-dessus. Et je me demandais qu'est-ce que c'était, mais je n'allais pas plus loin que cela. Et j'étais en train de lancer un magazine sur la promotion des villages d'Afrique parce que j'étais persuadé que la problématique que nous avons aujourd'hui d'avoir des jeunes qui meurent en voulant venir en Occident chercher un Eldorado, on pouvait la résoudre aussi en développant nos régions rurales et en les rendant attractives. En vivant ici dans une démarche de tourisme solidaire, de développement de la protection de l'environnement, comment est-ce qu'elle peut devenir un porteur, un levier de développement. Je voulais qu'on puisse l'appliquer sur le Cameroun en développant les villages. Donc, j'ai lancé un magazine qui s'appelle Village en d'Afrique. sorte, si j'ai bien compris, Alain, vous viviez là dans un endroit où vous aviez un trésor derrière votre maison, mais vous ne le saviez pas, c'est ça? Exactement, c'est cela. C'est-à-dire que je vivais, je le côtoyais, je l'effleurais même, sauf que je ne le voyais jamais et je ne le touchais jamais. Et c'était un vrai basculement dans ma vie, tout simplement parce que vous vous rendez compte que je suis parti donc au Cameroun et je suis allé, j'ai accepté par curiosité, par goût d'aventure, par envie de découvrir, d'aller visiter ce site. Quand je l'ai vu, pour moi, ça a été un choc. Un choc parce que je me suis dit, comme, j'ai visité Gorée en 1983. Tout le monde sait ce que c'est que Gorée représente aujourd'hui. Quand on voit comment toutes les célébrités du monde, le Barack Obama, Quincy Jones et toutes ces célébrités sont allées à Gorée, donc on se rend compte qu'on a un site dont les vestiges, et là je reprends le thème des responsables de l'UNESCO, dont les vestiges aujourd'hui représentent les vestiges les plus importants de l'histoire de la traite actuellement connus. Et je me dis, mais c'est quand même incroyable que cela puisse exister et que cela soit méconnu. Et donc, je pose la question parce que on avait la chance d'avoir le guide qui était une professeure d'université d'Arizona, grâce à qui on avait découvert ce site-là, Dr. Lisa Aubrey. Je lui dis, mais comment ça se fait? Moi, je ne pensais pas que c'était quelque chose d'aussi important. Comment cela se fait qu'on ne puisse pas en parler, qu'on n'en parle pas plus que cela? Elle me dit oui, mais elle a déjà fait tout, elle a vu tout le monde, elle enseigne à l'Université du Cameroun. Mais je dis, mais là, on a commencé à en parler en 2010. Entre 2010 et 2015, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, me raconte tout ce Est-ce que qu'elle a dans le même fait. temps, pardon Alain, est-ce croire que même vos parents l'ignoraient aussi, ou bien Ah, ça a mais été j'ai dit tout le monde, tout le filtré monde. pour des raisons non avouées?
Tout le monde, au-delà de mes parents, même si vous prenez les profs d'histoire géo, on a eu l'occasion d'amener là-bas un doyen de la faculté d'histoire qui n'était pas au courant du site. Et même à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup de personnes de Camerounais qui n'ont jamais été là-bas. Bon, maintenant on commence à connaître le nom, mais il y en a beaucoup qui n'ont jamais mis les pieds là-bas, qui ne savent pas ce que c'est. Et puis, pour l'instant, il y a pas un projet autour de ce site. Mais est-ce que Pour ce n'est pas non plus un oubli volontaire, par exemple? Alors, l'oubli, est-ce qu'on peut dire qu'un oubli est volontaire? Je pense que les causes de l'oubli, C'est-à-dire, je les on a dû vois. faire de sorte que les gens ne puissent pas découvrir les lieux parce que les lieux renfermaient toute une histoire, peut-être pas aussi, voilà, plausible ou une histoire, pourquoi pas criminelle, et qu'il fallait faire semblant d'oublier le site. Alors, je pense que il y a deux développements possibles. Du côté des populations locales, quand on creuse, quand on comprend comment les gens procédaient, on faisait dans la traite, on ne prenait pas les riverains. Donc, on prenait des gens qui étaient à l'intérieur des terres. Et donc, et puis, vous savez, contrairement à l'Occident, chez nous, les lieux de sépulture, les tombes, les cimetières, quand il y en a, sont pas des lieux que l'on visite. Et je pense dans ma thèse, dans ma théorie, qu'il y a pour les populations locales l'envie d'oublier un lieu maudit, un lieu où il y a certainement eu beaucoup de morts, où les gens partaient, on ne savait pas où ils allaient, parce qu'il faut se dire qu'à l'époque, hein, à l'époque, on parle du 16e, 17e siècle, à cette époque-là, les gens ne savent pas qu'il y a autre chose après la mer. Donc, pour eux, c'est comme si c'était un lieu maléfique où les gens disparaissent. Ils rentrent dans l'eau, ils reviennent jamais. Et donc, c'est un lieu dangereux. Et donc, dont il fallait Un s'éloigner. lieu Donc, maudit qu'il fallait éviter alors. il fallait éviter. Donc, ce qui fait que les populations locales, il y a cette explication-là que je pense qui a toute sa raison d'être. Maintenant, de l'autre côté, les esclavagistes, quand on interdit la traite, les nouveaux commerçants qui traitent avec la côte camerounaise n'ont pas envie d'être associés à ce port-là, parce que c'est un ancien port qui est tristement célèbre. Donc, ils n'ont pas envie d'être associés à ce port-là. Ils déplacent le port vers le site où il y a actuellement le port qu'on appelle le port de Limbé. Donc, ils ont déplacé le port et donc, en le déplaçant, ce lieu est devenu abandonné, un peu une ville fantôme. Et dans une ville fantôme où règnent effectivement les fantômes de ceux qui sont morts sur place, ou comme on ne sait pas ce que sont devenus tous les autres qui ont disparu. Donc, c'était un lieu où on savait, on allait certainement pas faire des rencontres agréables selon notre esprit qui croit aux ancêtres. Et où donc il y avait là. Donc, ce qui fait que les populations ont progressivement banni cet endroit et l'ont effacé de leur mémoire au fil des années. Alors en quoi donc la mémoire de l'esclavage telle qu'elle se manifeste, allais-je dire, à Bimba, est-elle encore active dans la conscience, bien sûr, collective africaine? Alors, ce que nous signale l'India, c'est que il y a encore des choses à découvrir sur l'histoire de l'esclavage. Parce que beaucoup pensaient que bon, ben, les livres d'histoire étaient écrits, il n'y avait qu'à les lire pour savoir ce qui s'était passé. Mais si on trouve un site aussi important que l'India, cela veut dire qu'il y a d'autres points de départ et que ce commerce a été beaucoup plus sinistre qu'on a pu le penser. Et l'importance des vestiges nous démontre cela, que c'était un commerce qui devait être très florissant, qui devait être très important pour qu'on puisse. Vous avez derrière moi, vous voyez un peu à quoi ressemblaient les pylônes de ces vestiges-là, pour comprendre que c'était quelque chose qui était très important. Et l'histoire de l'esclavage par elle-même aujourd'hui est le résultat de ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut savoir que pour que l'esclavage soit reconnu par l'Église, reconnu par les nations, il a fallu qu'on démontre que c'était humain, que c'était pas, c'était un commerce qui était légal et qui était légitime parce que les Noirs n'étaient pas des êtres humains comme les autres. Donc toute la théorie de la suprématie de la race a servi à légitimer l'esclavage.
Et une fois qu'on a fait cela, on a créé donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a donc des descendants d'esclaves qui se retrouvent éparpillés à travers le monde, qui ont vécu après le racisme, que les Africains eux-mêmes ont connu à travers la colonisation aussi par la suite. Donc, ça nous montre que ce que nous vivons aujourd'hui, quand les Occidentaux se plaignent de l'immigration, mais c'est eux qui ont provoqué l'immigration. Il faut qu'on l'enseigne pour l'expliquer aux gens. Et quand on voit l'importance, quand on peut apporter les preuves, les témoignages donc, de cela, c'est important. C'est comme si, vous voyez, quand on parle, on ne peut pas comparer les choses, mais pour expliquer ce qui se passe, on ne peut pas aujourd'hui parler de l'histoire de la Shoah sans parler, par exemple, de Auschwitz. Donc, s'il n'y a pas ces vestiges-là, s'il n'y a pas ces traces-là, les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Et nos identités aujourd'hui, nos vécus ont été façonnés par cette histoire-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on soit en face de situations de division entre Antillais, Nord-Américains, Africains d'aujourd'hui. C'est parce qu'on a trois visions de cette histoire. Et donc, il faut expliquer aux uns et aux autres que quand quelqu'un dit, moi, je suis créole, qu'ils comprennent très bien pourquoi on est arrivé à cette créolité. Quand quelqu'un dit, bon, moi, je suis noir-américain et que, bon, ben voilà, c'est le passé, qu'il soit capable de comprendre pourquoi est-ce que quand il est victime d'un acte de racisme, c'est parce que celui qui est en face, avoir envie de le pendre, qui peut avoir envie de lui mettre le genou autour du cou, c'est parce que celui-là a grandi dans une culture où lui, il était voyait une image qui lui donnait le droit de vie et de mort sur un être humain. Cette transmission-là s'est faite et a laissé des séquelles aujourd'hui encore. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a le week-end dernier, on était invité chez une amie qui était hollandaise. Elle revient d'Afrique du Sud, elle nous dit, elle est complètement retournée. Elle est retournée parce que quand elle est arrivée en Afrique du Sud, c'est là qu'elle a touché du doigt la réalité de ce qu'a été ce que l'histoire de la Hollande, comment ça s'est passé dans l'histoire de l'apartheid. Donc, vous voyez que aujourd'hui encore, ça laisse des séquelles pas possibles. Et les témoignages que je reçois depuis que le livre est sorti de personnes qui sont, comme on dit, des Caucasiens, qui m'envoient des messages, mais pour me dire, mais Alain, on ne savait pas que c'était à ce point-là. Donc, vous voyez qu'il est important de parler de cette histoire-là pour que les uns et les autres comprennent, qu'on puisse se débarrasser déjà de nos complexes, qu'ils soient d'infériorité ou de supériorité, et qu'on puisse maintenant se parler, qu'on puisse Oui, mais donc, penser nos blessures. lorsque je vous entends répondre, Alain, j'ai l'impression que, et vous l'avez dit d'ailleurs, que l'histoire, donc l'Afrique, il y a une partie de l'histoire, certainement, qui n'a pas été racontée. Et là, on découvre, vous parlez de ce site Bimba. Est-ce pour dire que finalement, on parlerait peut-être d'un retard mémoriel, c'est ça, par rapport à d'autres régions du monde? Est-ce que vous pensez que l'Afrique a ce problème-là de retard mémoriel? Dans le cas, par exemple, de ce que nous sommes en train d'évoquer ici, le site de Bimba, par exemple, bon, après, je posais la question de savoir si ce n'était pas un oubli volontaire ou pour les raisons non avouées. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retard mémoriel au niveau de l'Afrique par rapport à d'autres régions du monde? Mais il est important, il est réel pour une simple raison. Euh, la colonisation, après l'esclavage, l'Afrique a vécu la colonisation. Et la colonisation a consisté à imposer une culture nouvelle, une culture dominante. Donc, l'Afrique, les programmes scolaires, vous verrez, si vous voyez, tous les Africains qui ont été à l'école, ils maîtrisent plus l'histoire du monde que leur propre histoire. Et Bimbia est le témoignage de cela. C'est-à-dire que les Camerounais aujourd'hui ne savaient pas qu'il y avait Bimbia là, et aujourd'hui encore, ils ont du mal à expliquer ce que c'était que Bimbia. Donc, quand vous ne connaissez pas votre propre histoire, comment est-ce que vous pouvez maintenant aller la défendre? On est formé sur et les programmes, comme on dit souvent, l'histoire est écrite par les dominants, par les vainqueurs. Donc, il faut que les Africains écrivent leur histoire. Et
même quand ils écrivent, il faut qu'elle soit lue, qu'elle soit connue. Donc, donc les enjeux sont majeurs aujourd'hui. Et là, quand on rentre là-dedans, il nous faut des médias comme les vôtres pour pouvoir euh, porter ce message-là, révéler cela. Mais il faut aussi, et c'est toute la responsabilité des Africains, que les Africains eux-mêmes aient envie de connaître leur histoire, qu'ils soient fiers de leur histoire. Parce que malheureusement, et c'est un des auteurs que je cite dans mon livre, Fabien Eboussi Boulaga, qui parle de la crise du Muntu, qui est cet être-là qui voudrait en fait ressembler à l'Occident, qui voudrait montrer qu'il est moderne. Parce que vous voyez que beaucoup d'Africains, on a tout le temps en train de se dire, bon, est-ce que c'est moderne? Est-ce que... Et ça, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'Afrique, pour qu'elle puisse valoriser, elle va devoir travailler là-dessus. Malheureusement, l'Africain, et là je rentre dans la préoccupation aussi panafricaniste, a tendance à basculer d'une extrémité à une autre. Et j'ai constaté que l'Africain d'aujourd'hui, je parle plus pour utiliser des expressions que j'ai découvertes chez de nos frères africains-américains, il parle de l'Afrique historique, des Africains historiques pour parler d'eux, et de l'Africain contemporain pour parler de nous qui sommes restés, qui n'avons pas été les victimes de enfin pas les victimes, mais nous ne sommes pas les descendants des victimes de cette triste histoire. Eux, ils font le parallèle entre leur attachement à l'histoire et ils ont envie de prouver qu'ils sont descendants d'un peuple horrible, d'une grande civilisation, donc ils se rattachent à l'Égypte. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on a une jeune génération africaine qui commence à revendiquer ses origines égyptiennes pour montrer que oui, nous descendons des pharaons. Mais c'est peut-être intéressant de vouloir faire ce chemin-là, mais qu'est-ce qu'on veut prouver et à qui on veut le prouver? Quand on n'est pas capable déjà de savoir qui était le père de mon grand-père. Et on préfère sauter tout cela pour aller dire, voilà. Entre-temps, on a des grands hommes entre nos grands-pères et les pharaons égyptiens. On a des ancêtres certainement qui étaient glorieux. Bon, dans l'histoire, on nous parle de Sundiata Keita, d'un certain nombre de grands guerriers comme ça, mais c'est des sujets qui sont juste évoqués. Est-ce que quand vous arrivez dans des villes, vous allez voir beaucoup de jeunes qui vont parler de Sundiata Keita? Je ne pense pas. Il y a beaucoup de jeunes Africains qui ne savent même pas de quoi on parle. Donc, il y a un travail à faire. Or, il ne faut pas basculer comme ça d'un point à l'autre. Il faut qu'on inscrive cela dans une démarche logique et bien construite. Et c'est celle-là qui va permettre à l'Afrique de se développer. Oui, tout à l'heure, je vous ai entendu déjà amorcer le panafricanisme, ce courant de plus en plus revendiqué par les Africains d'ailleurs. Et dans votre livre, vous affirmez que Bimba est un tremplin pour un panafricanisme renouvelé. Quel lien peut-on établir, évidemment, entre la mémoire de l'esclavage et la construction politique panafricaniste? Alors, quand j'ai découvert ce site-là, nous nous sommes rendus compte que, en travaillant sur l'histoire, on a vu qu'il y avait un lien, une implication entre Bimbia, en fait, tout le golfe de Guinée. Parce que on est allé sur des sites un peu connus à Badagry, au Nigeria, pour se rendre compte qu'en fait, l'enseignement que nous avons, c'est que les autres sites n'ont pas les vestiges de Bimbia. Et donc, et puis, je pense qu'on a été contacté par des autorités ou par des amis des relations au Congo, même en Angola, qui disaient, mais le travail que vous faites pour la promotion de Bimbia, peut-être que nous sommes persuadés, et pas plus tard encore que dernièrement, je faisais une conférence, il y a une Guinéenne qui m'a dit, mais chez moi, Guinée-Conakry, nous avons aussi des séquelles de cette histoire. Il y a des endroits où nous avons des vestiges comme ça. Mais qui s'intéresse à cela? Est-ce que les profs d'histoire africains s'intéressent à cela? Est-ce que on en parle autant? Est-ce que les organisations, est-ce qu'il y a un lobby pour faire ce travail-là? Hélas, non. Et le travail que je fais justement, c'est dire aux gens, ce n'est pas seulement un sujet d'actualité,
C'est pas juste un sujet pour lequel on fait un reportage et puis on dit on en a déjà parlé. Non, c'est un sujet dont il faut parler parce que c'est un sujet qui va réunir l'Afrique. C'est-à-dire que vous aviez certainement à Bimbia des personnes qui venaient du Nigeria, qui venaient du Congo, qui venaient de la Guinée-Conakry, qui venaient de la Guinée équatoriale, parce que le système de navires, on avait besoin de faire, malheureusement, c'est le terme qu'ils épousaient, de faire un stock pour que les gros porteurs viennent les emporter. Donc, il y avait des petites embarcations qui allaient chercher des gens sur tout le golfe de Guinée, allaient récupérer des personnes et on les stockait à Bimbia en attendant que les gros porteurs viennent les embarquer. Et donc, vous voyez que déjà, rien que par son histoire, Bimbia est panafricaine. Parce C'est à que ce c'était donc, le panafricanisme ancré et actif, c'est ça? Alors, concret et actif parce que je veux dire que le panafricanisme ne doit pas juste être perçu comme une revendication de dire je suis africain et je suis opposé à tel ou à tel. Pour moi, le panafricanisme doit être une reconnaissance faire partie d'un collectif et de penser collectivement nos problèmes et d'y apporter collectivement des solutions. Donc, le panafricanisme m'a mené, moi, à parcourir l'Afrique autant que j'ai pu, à aller le plus loin possible à l'intérieur des pays que j'ai visités, non pas juste pour faire quelques belles photos, mais pour aller à la rencontre de personnes. Et quand j'ai fait Bimbia, je me suis rendu compte que Bimbia ne m'a pas seulement ramené au Cameroun, mais Bimbia m'a amené aux États-Unis, m'a amené en Guadeloupe, m'a amené en Martinique, mais avec un regard, comme je dis, non pas le regard d'un touriste, mais avec une quête de quelqu'un qui retrouve son frère, qui retrouve son cousin, qui retrouve... voilà, donc Bimbia fait que les personnes, quand elles se retrouvent, elles ne se voient pas en termes de nationalité, elles se retrouvent en train de liens biologiques. C'est là que je trouve que c'est important. Et donc, une fois qu'on a fait cela, et c'est là que j'ai beaucoup appris des Africains américains qui sont engagés, c'est qu'ils ont envie de traduire cela par des moments de recueillement, des moments de partage et des moments de construction. Construction identitaire, construction collective. Et derrière, Il y a également cette ambiguïté, en fait, relevée de ce terme panafricanisme. Bon, chacun lui donne son sens en fonction de sa lutte ou de son combat qu'il mène, mais avec, disons, votre parcours mémoriel à vous, quelle valeur donnez-vous, concrète bien sûr, à ce terme? alors, pour moi, la valeur que je donne, c'est celle de la disparition des frontières issues de la colonisation. Pour se repenser, et c'est encore, je vais l'emprunter aux Africains, pour repenser à une Afrique globale. C'est-à-dire qu'il n'est pas question aujourd'hui de rêver de tous les Africains ou descendants d'Afrique qui vont repartir tous vivre en Afrique. C'est illusoire de penser cela. Mais qui se reconnaissent comme tels. Quand vous prenez aujourd'hui un juif, il a beau vivre où qu'il vive, même en terre arabe bombardée par, il va se reconnaître comme un juif. Et donc, il faut que l'Africain puisse se reconnaître d'abord comme un Africain. Et c'est un gros défi C'est-à-dire, parce que vous êtes en train de dire on a quoi? l'impression que nous sommes marqués par le sceau de la division. Pardon, Alain, vous êtes en train de dire que tout Africain est panafricaniste. Il Il devrait, ça ne devrait se devrait même sentir pas, panafricaniste. tout Africain devrait avoir cela. À la limite, pour moi, c'est pour ça que dans mon langage de tous les jours, je n'utilise pas le mot je me dis pas, je ne me présente pas comme un panafricaniste. Parce que j'agis en sorte que la maxime de mon action prouve tout simplement que je suis africain. C'est-à-dire que quand j'arrive au Sénégal, je vais à Saldé, donc je ne m'arrête pas à Dakar, je vais à Saldé, je veux montrer que je suis un enfant du pays. Donc quand je vais là, je prépare un voyage sur la Mauritanie, je veux montrer que je ne veux pas m'arrêter à Nouakchott, je vais à l'intérieur du pays. Tout à l'heure, je parlais du Congo, je vais à la Bouenza parce que j'ai mon ami qui était de la Bouenza, quand il m'avait dit il va à la Buenza faire quelque chose. Je lui ai dit, je viendrai. Il ne me prenait pas au sérieux.
Et je suis très content parce qu'un Congolais me l'a rendu aujourd'hui. Parce que quand j'ai dit je suis dans le Finistère, il m'a dit je viendrai. Au début, je me suis dit, bon, je connais même dans ma propre famille beaucoup qui disent ça, mais ils vont pas, ils viendront pas. Ils vont trouver une excuse à la dernière minute. Quand ils vont taper sur pour la distance pour venir, ils vont voir de Paris, il faut encore faire 600 kilomètres pour arriver là-bas. Et ils vont se dire non, 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 pourquoi j'y vais? Et l'Afrique, c'est cela. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait envie. Moi, mon meilleur bonheur, c'était de commencer à me rendre compte que mes amis, presque dans chaque pays, j'avais des amis en Afrique. Et c'est là où je commençais à me dire, mais je me sentis de la plénitude. Parce que vous voyez, là, dans les mythes grecs, on vous dit que bon, ben, l'homme était un homme complet et que après c'est la colère de Dieu qui a divisé d'abord l'homme pour en faire l'homme et la femme et que c'est pour ça on aime bien s'embrasser. Nous, quand on se rencontre entre Africains, on s'embrasse. Donc, quelque part, je crois en cela. Donc, on n'a pas besoin de développer des théories pour s'exprimer. Et parce que plus on développe des théories ou des concepts, plus on crée des raisons de se disputer et donc de s'éloigner du panafricanisme. Parce que quand vous voyez, si on prend quand Kwame Nkrumah, depuis le temps que Kwame Nkrumah a commencé à le penser, on aurait pu se dire, mais comment ça se fait quand même que tant d'années plus tard, près de 60 ans plus tard, on n'est pas progressé, on soit encore au thème des slogans. Non, c'est pas parce que je dis je suis kémite que je suis machin, que je suis africain. Il faut être africain parce qu'on a envie d'aller, je sais pas moi, dans un coin perdu d'un village, d'un pays africain et d'avoir envie d'aller là-bas juste pour retrouver un frère. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies nous permettent effectivement d'être connectés à ces personnes-là. Donc, c'est ça pour moi, Oui, être concret et être actif, c'est tout à de fait. créer les conditions pour aller vers l'autre Africain, où qu'il soit. Et l'Africain global, c'est ça que font les Africains américains qui sont engagés dans ce concept-là. Ils ont envie de faire le voyage de Bimbia, ils ont envie de faire le voyage de Ouida, ils ont envie de faire le voyage de Gorée. Donc, c'est ça qui est être actif. C'est pas juste Évidemment, être. c'est peut-être l'objectif visé, mais comment susciter cet intérêt chez les jeunes Africains ou les jeunes Afro-descendants? Après, vous nous direz, est-ce que vous pensez de ces jeunes par rapport au panafricanisme? Est-ce qu'ils sont vraiment ancrés au panafricanisme? Comprennent-ils ce que c'est que le panafricanisme? Ou sinon, que faudra-t-il faire pour susciter cet intérêt et voilà, et pourquoi pas la sincérité, évidemment, l'intérêt de visiter des lieux comme Bimba, par exemple, au niveau de la jeunesse africaine, je dis. Alors pour moi, justement, c'est pour ça que je dis que je préfère éviter de parler aux jeunes de panafricanisme. Parce que nous, les Africains, dits intellectuels ou élites, nous avons tendance de rentrer très vite dans une guerre sémantique. C'est-à-dire que moi, quand je vais dire panafricain, que je suis panafricain, quelqu'un va me dire, mais comment tu définis le panafricanisme? Et va me dire, non, c'est pas ça le panafricanisme, c'est ci, c'est ça, c'est ça. Et donc, on va rentrer dans un conflit qui n'est pas productif. Donc, moi, je préfère tout simplement dire aux jeunes, surtout maintenant, le problème qu'on a, c'est nos jeunes, nos enfants qui sont nés ici, qui ont grandi ici. Je leur dis, mais vous avez des racines africaines. Et l'Afrique est porteur d'opportunités. Et dans le monde globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui, vous n'êtes intéressant que si vous êtes capable de justifier l'image qu'on a de vous. Parce que mon histoire, mon africanisme ou mon afritude, tout ce que l'on veut mettre derrière, se déclenche non pas quand je lis tous les Senghor et les autres, tous les Frantz Fanon, mon histoire se déclenche quand je suis un soir au Panthéon, on sort des cours, j'ai une amie française qui me dit, mais Alain, tu sais, je vais t'avouer une chose, je suis un peu déçu. Je me suis dit, comment ça, qu'est-ce que j'ai fait? Elle me dit, mais quand je t'ai vu, on est au milieu de l'année scolaire, alors quand je t'ai vu, je me suis dit, tu avais l'air de quelqu'un de brillant et que tu allais certainement m'apprendre des choses. Mais depuis que nous sommes ensemble, qu'on discute, je me rends compte que tous tes référentiels sont occidentaux.
Donc, en réalité, tu ne m'apprends pas ce que j'attendais de toi. C'est ce que vous appelez tout à l'heure, je vous ai vu, bon, on va faire un petit geste, comme vous avez dit, les intellectuels africains, vous avez mis ça entre guillemets. C'est Oui, de ça qu'il s'agit. voilà, voilà, parce que je suis perçu comme un intellectuel. J'arrive aux États-Unis dans les années 90, je suis dans un organe de presse, et puis évidemment, il y avait quelques Américaines blanches qui sont fascinées de voir qu'il y a un noir qui parle français, etc. Et viennent me voir, me demandent alors, mais est-ce que tu peux me donner des ouvrages à lire de ton pays? Et je réalise que, ou même africains, parce que pour eux, c'était l'Afrique, c'est un pays. Est-ce que tu peux me donner me conseiller des ouvrages à lire sur l'Afrique? Je réalise que j'ai en face de moi une anglophone, moi je suis francophone, et je réalise que je ne peux lui donner que des ouvrages francophones parce que je ne connais pas assez d'ouvrages anglophones. Et que même si je pouvais lui citer chinois HB, Le Monde s'effondre, j'avais oublié, à ce moment-là, sur le coup, j'avais oublié le titre anglais du Monde s'effondre. Et donc, je ne savais même pas quels sont les ouvrages qui ont été traduits en anglais. Et donc, je constate mon inculture. Et dans mon livre, je le raconte, dans mon livre, je le raconte à nouveau. Quand j'ai fait mon périple, ma fameuse Odyssée mémorielle, et que je vais dans les communautés africaines, noires, américaines, pour dire, comme on le dit couramment, mais eux, ils préfèrent africains-américains. Quand je vais dans ces communautés-là, je les vois qui sont contents de venir vers moi et ont envie que je leur parle d'Afrique. Ils ont envie que je leur parle d'Afrique. Mais l'Afrique qu'eux, ils ont en tête, c'est pas l'Afrique que moi j'ai vécu. J'ai pas vécu avec mes grands-parents qui, dans la tradition ancestrale, etc. J'étais à l'école occidentale, j'ai vécu à la capitale, j'ai vécu et j'étais à l'université, puis j'ai fait. Donc, je ne peux pas être la bonne personne pour lui enseigner. Donc, pour cela, j'ai pris conscience du fait qu'il faut que je reparte me ressourcer. Et c'est un long chemin parce que c'est là qu'on se rend compte de la tâche, de la difficulté de la tâche. Et si une fois qu'on en s'en est rendu compte, en fait, on prend plaisir à le faire. Moi, je prends plaisir aujourd'hui à faire des kilomètres pour aller à la rencontre d'un village africain. Mais on n'est pas nombreux parce que j'organise des voyages culturels, mais quand je lance un voyage comme là, en ce moment, je dis j'ai lancé un voyage pour aller faire sur les fleuves du Sénégal, pour voir les villages des deux côtés de la rive mauritanienne, Mauritanie et du côté du Sénégal, mais ils sont pas nombreux, ils sont pas nombreux à réagir pour dire, ah, moi, je vais y aller. Beaucoup d'Africains ont lu l'aventure ambiguë. Moi, j'ai plusieurs fois dit, je vais dans ce village qui a, et le cadre dans lequel s'est détourné s'est écrit la biographie romancée de Cheikh Hamidou Kane. Mais beaucoup de gens qui peuvent réciter l'aventure ambiguë, il y en a très peu qui ont envie d'y aller. Donc, c'est ça Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas suscité d'abord l'intérêt, parce que j'aime bien à rappeler à ce principe des juristes d'ailleurs qui disent pas d'intérêt, pas d'action. pas d'action, oui. Voilà. Et est-ce que ce n'est pas à ce niveau que se poserait donc le problème? En fait, la question qui suivait, c'est aussi pour comprendre quelles sont les méthodes que vous utilisez, les stratégies que vous utilisez pour promouvoir le site de Bimba, par exemple. Comment faites-vous pour susciter l'intérêt, pourquoi pas, des visiteurs, voilà, des touristes ou de ceux qui veulent découvrir ce site? Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux. Donc on a une page web et puis on est en train de développer aussi une chaîne YouTube qui ne sera pas que dédiée à Bimbia parce que c'est une chaîne qui est sur l'écotourisme. Parce que Bimbia, au départ, on est arrivé à Bimbia aussi parce qu'on était dans une démarche d'écotourisme en sachant que l'écotourisme, c'est environnement, culture et humanité, donc population locale. Donc, c'est un volet. Et donc, l'idée, c'était de faire ce travail-là. Donc, quand je rencontre le docteur Lisa Aubry, c'est parce que je suis dans ce cheminement-là que je trouve un intérêt à travailler avec elle et de promouvoir ce village qui est atypique. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il y a un eff- j'ai fait dans le journal Village Afrique un article. Elle a dit, ah, elle a photocopié et l'a envoyé aux États-Unis.
C'est comme ça qu'on nous invite aux États-Unis pour faire des conférences. On fait les conférences une première année. L'année d'après, elle dit, ah, il y a d'autres personnes qui veulent nous voir revenir. Je dis, mais on ne va pas repartir avec un article, on repart avec une exposition. Donc, j'ai fait monter une exposition, j'ai sollicité des gens pour monter une exposition. Et quand il y a le Covid, on ne peut plus voyager comme on veut, parce que dans l'autre sens, elle organisait des voyages pour faire partie des Noirs américains. Avec tous ces supports-là, ça donnait des envies de voyage, et eux, on pouvait les amener. Donc, on C'est ce que fait vous l'expo. appeliez par Bimbiac Tour, c'est ça? Alors, le Bimbia Tour, il naît justement post-Covid parce que les voyages sont devenus compliqués. Et donc, comme les voyages sont compliqués, je me dis, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on s'est dit, on va partir de l'idée que on va amener Bimbia dans différents endroits. Et dans Bimbia, ça veut dire, donc, on ramène une exposition, des visuels, des études, des conférences et on crée des animations autour. Et c'est comme ça qu'on arrive donc à promouvoir, quand on va dans ce soit des fêtes dans des communes françaises ou dans des conférences, dans des écoles, on fait la présentation à des jeunes, on leur en parle, et ça donne du coup un peu plus de substance au cours d'histoire qu'on leur donne sur l'esclavage. Et on se rend compte que malheureusement, il y a encore beaucoup de profs d'histoire géo qui sont gênés de parler de cette histoire-là. Donc, il faut arriver à euh, montrer qu'il y a un intérêt à en parler pour pouvoir construire un avenir, qu'il y a un intérêt à en parler pour expliquer les colères qu'on trouve chez les jeunes issus de l'immigration qui sont en quête de repères. Parce que autant les victimes de l'esclavage, les descendants des victimes de l'esclavage, eux, ils peuvent avoir du mal à remonter leurs racines. Ils n'étaient pas volontaires, ça c'était malgré eux. Autant ce qu'on est en train de créer, nous, notre génération, c'est qu'on est en train de fabriquer des jeunes coupés de leurs racines par notre volonté. Parce que qu'est-ce que nous faisons pour entretenir chez ces jeunes-là leur histoire? C'est très compliqué. Et quand je dis ça, c'est pas pour jeter la pierre. Je suis le premier. J'ai discuté avec quelqu'un il y a 2 jours. Je lui dis, mais en fait, si on me demande, je peux dire qui était le père, je peux dire qui était mon grand-père. Mais est-ce que je suis capable de dire qui était le père de mon grand-père? Non. Voilà. Et, Alors, vous et- 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 parlez donc, évidemment, vous parlez de construire l'avenir. Et qu'est-ce que ça vous dit finalement lorsqu'on parle de la communauté mémorielle africaine mondiale? Ça vous dit? Ce sont des mots, ce sont des grands projets, mais après, je reste toujours, je redescends très vite sur terre pour définir les grilles d'évaluation. C'est un cap qui est intéressant de le définir. Maintenant, comment cela se passe? Souvent, les gens me traitent de pessimiste ou De trop ambitieux alors, comment? trop ambitieux. Même pas, non, c'est que souvent les gens trouvent que je ne vois pas les avancées. Je dis, Ah, non, je dis, c'est pas que je ne vois pas les avancées, à c'est que l'opposé. pour savoir si on avance bien, il faut tout simplement se obliger de regarder dans l'histoire. Quand il y a eu, moi j'ai eu la chance de rencontrer Madame Diop, vous savez, la veuve du fondateur de Présence africaine. Elle m'a donné un petit fascicule qu'avait édité son mari au lancement de Présence africaine. Et là-dedans, vous allez voir qu'à l'époque, dans les années 58, 60, il y avait un mouvement mondial noir. C'est-à-dire que ils ont organisé à Paris un dernier grand congrès avec les William Dubois, les James Baldwin, en plus, c'était même pas, ça se limitait même pas à l'Afrique parce qu'ils avaient ils avaient des amis occidentaux comme les Jean-Paul Sartre. Et il se trouve que depuis cette dernière grande rencontre-là, je défie quiconque de nous trouver l'équivalent depuis cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séminaires internationaux où on va retrouver des Noirs africains et des Noirs américains, mais ça n'a pas la même dimension, ça n'a pas la même force, ça n'a pas la même portée, parce que c'était fait par
eux-mêmes. Ce n'était pas l'UNESCO, ce n'était pas la Banque mondiale, ce n'était pas un grand organisme qui l'avait fait, c'était des intellectuels africains qui avaient échangé entre eux et il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est pour dire quand même ce qu'ils ont pu réaliser. Donc, si on veut donc savoir si on a avancé, on prend ça, on se rend compte qu'on a régressé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de petits regroupements, beaucoup plus d'initiatives en termes de nombre, mais qui ne font pas foule, pour parler comme l'autre, hein. Aujourd'hui, nous ne savons pas faire foule. Et ce n'est que quand on va y arriver qu'on va avoir ce déclic. Mais maintenant, une fois dit cela, les critères d'évaluation de notre marche vers la capacité à faire foule, je suis très négatif. Les égos sont beaucoup plus démesurés aujourd'hui qu'avant. Alors, lorsque je vous présentais tout à l'heure, je disais que vous êtes aussi acteur engagé du dialogue entre l'Afrique et sa diaspora. Comment ça se passe? Sans difficulté, où il y en a, et comment vous faites pour les surmonter? Il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés. Il faut beaucoup d'abnégation. J'en profite pour saluer Georges Ngoma parce que je dis, et je ne le fatiguerai jamais de le dire, il n'y a pas beaucoup d'Africains qui auraient fait le voyage du Canada pour arriver dans le Finistère pour rencontrer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Hein. Et ça, Évidemment, Georges Goma, que nous allons avoir tout à l'heure, juste après l'interview avec vous, et c'est avec lui qu'on va d'ailleurs conclure hein, cette émission tout à l'heure. Et donc, vous disiez de Georges Goma, il est parmi les rares qui, finalement, a fait le déplacement pour... bon, je veux dire, il y a d'autres qui agissent d'une autre façon. Parce que, je veux dire, la personne qui nous a permis de nous rencontrer, voilà aussi, c'est-à-dire, c'est de passer à l'action. Elle a vu l'annonce du livre. Elle a dit, je veux acheter le livre. Elle a acheté le livre. Quand elle a lu, elle a dit, elle a commencé à regarder qui d'autre devrait lire ce livre-là. Elle a commencé à faire lire le livre. Ensuite, elle a dit, qui d'autre peut être utile pour faire avancer cela. Elle a pensé à Georges qui, lui, nous les échangeons aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une dynamique. Donc, c'est ça qui fait que je reste porteur d'espoir. Je suis, même si je dis je suis pessimiste, mais l'action, c'est celle-là. C'est-à-dire que quand on a fini de lire, quand on a fini d'avoir notre émission, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait dans la suite? Non pas pour répéter une autre émission, mais pour avancer dans la construction, pour avancer dans le projet. C'est ça qui est important. Et après, Comme quoi, la démarche, en fait, de la réconciliation entre l'Afrique et la diaspora, je vais dire, marche quand même, ou quand bien même il y a des difficultés. ah oui, 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 et aujourd'hui, on a des outils. C'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est important. Ça permet de se connecter, ça permet d'échanger, ça permet de réaliser des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais malheureusement, il y a aussi beaucoup de dispersion. Il y a beaucoup de sujets qui phagocytent d'autres. Et donc, il faut que la prise de conscience de la difficulté de la tâche soit là et soit réelle. Si on pense que oui, non, mais on est en train d'avancer, on s'endort sur nos lauriers alors qu'on n'a même pas encore fait le tiers de la tâche. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie que les choses se fassent. Mais souvent, moi, il y a l'autre danger, souvent, c'est celui de l'intégrisme. Souvent, on a tellement envie que ça se fasse qu'on sacrifie plein d'autres choses. On sacrifie les relations et on se met dans une quête d'une pureté de l'histoire. Et là, on devient plutôt dangereux pour la cause que l'on défend. Alors Et c'est évidemment, d'ailleurs ce qui arrive à beaucoup de ceux, c'est ce qui arrive d'ailleurs malheureusement à beaucoup de ceux qui s'annoncent comme panafricains. Parce qu'on se rend compte que bon, ben, aujourd'hui, le panafricanisme très militant divise plus qu'il ne rassemble. alors vous disiez d'entrée de jeu, je vous ai entendu dire que dans un certain milieu, ou disons dans certains pays, hein, beaucoup plus en Occident, on a l'impression que l'Afrique, c'est un pays. Alors que l'Afrique, c'est toute une diversité. C'est diversité de langues, de peuples, de cultures, etc. Alors, on peut prendre par exemple l'Afrique francophone, anglophone, lusophone. Est-ce que c'est pour vous un obstacle ou un avantage? Mais ce serait
un avantage si nous nous approprions aussi cela, c'est-à-dire si nous, on se considérait comme un pays. Et c'est ça, à ce moment-là, on ne serait pas en train de demander à des personnes pour aller d'un pays à un autre, d'aller demander des visas, de payer telle chose. Mais il faut le reconnaître aussi, à l'intérieur des pays, nous avons aussi des divisions des tribus et des ethnies qui viennent compliquer tout cela. Donc, en fait, en gommant cela, on réduit le problème et on le rend encore insoluble en même temps parce on ne perçoit pas toute la profondeur du problème. Donc, il est important de faire de notre diversité, qu'elle soit ethnique ou nationale ou identitaire, qu'elle soit une source de richesse que ce que l'on vit aujourd'hui, et ce qui est bien de plus en plus, que l'Africain aille danser le kwassa-kwassa, un Camerounais aille danser le kwassa-kwassa, ou qu'un Congolais soit fier de manger du ndolé, ce sont ces différences-là qui nous rapprochent, vous voyez? Donc, qu'on parle du tchèp, qu'on parle de... Donc, c'est des éléments culturels plus on va les connaître, plus ils vont nous donner envie de nous connaître et de nous rapprocher. Parce que on va se revendiquer de tout cela et on va être content d'aller découvrir tout cela. Mais il faut qu'on ne soit pas là dans un chauvinisme qui nous a souvent causé beaucoup de tort dans le passé. Parce que si on sort d'un chauvinisme national pour entrer dans un chauvinisme africain, on n'aura pas avancé, quoi. Et vous parlez également aussi de Gorée. Et alors ici, on parle de Bimba. Bimba, est-ce que vous pensez que Bimba pourrait devenir également un lieu de pèlerinage symbolique comme le Gorée? Alors, c'est le combat que nous menons. C'est ce combat-là que nous menons. Vous me disiez que Aujourd'hui, Gorée, si on comparait le Gorée à une villa, c'est ça? On dirait de Bimba. c'est une ville. Et comment est-ce que ça sera un peu beaucoup plus difficile d'en faire un lieu de pèlerinage alors que Gorée, tout le monde y va tous les jours, hein, et ça fait une bonne affaire de tourisme, à ce que je sache. Pourquoi est-ce que Bimba serait difficile à vendre? Il n'est pas difficile à vendre. Il se trouve tout simplement qu'aujourd'hui, il faut savoir que il y a un homme qui a fait une œuvre majeure dans l'histoire de Gorée. C'est l'ancien conservateur qui est décédé. Euh, il avait une façon de raconter Bimbia qui vous prenait les tripes. Et donc, tout ce qui allait pardon, de vous raconter Gorée, qui vous prenait les tripes. Et donc, quand on sortait de là, on avait envie on s'était approprié cette histoire. Toute cette souffrance-là de cette histoire, on l'avait fait sienne. Et on avait envie de la partager. Donc, tous ceux qui vont à Gorée, deviennent des ambassadeurs de Gorée inconsciemment parce que, d'abord, aujourd'hui, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils postent. À mon époque, en 83, quand je suis allé, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, j'ai même plus d'image de mon passage à Gorée. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va à Gorée, il le poste et donc ça devient viral. Aujourd'hui, Bimbia est en train de prendre cela, mais ce qui manque à Bimbia, c'est un travail institutionnel. C'est-à-dire qu'il faut que les autorités camerounaises inscrivent Bimbia dans une démarche promotionnelle aussi. Parce que je vais vous dire une chose, c'est que moi, quand je vais à Gorée, je ne le vais pas de mon propre chef, j'y vais parce que je vais au championnat d'Afrique de judo. Je suis en 85, en 83, j'ai dit. Je vais au championnat d'Afrique de judo en 83 et dans le programme du séjour des délégations, il y avait la visite de Gorée. Et je veux vous dire que le Cameroun organise la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2019 et il se passe à Limbe, dont la ville dont dépend Bindia, dépend de Bindia, c'était un pôle il y avait des matchs qui se jouaient à Limbe. Et j'avais écrit pour dire aux organisateurs de la CAF qu'il faut, dans les programmes de visite des délégations,
organiser des visites du site de Bimbia. Ça n'a pas été fait. C'était une occasion qu'on a ratée de faire un travail, une œuvre importante. Donc, voilà les freins qui demeurent aujourd'hui et qui font que il n'y a pas de, la route pour aller à Bimbia est très mauvaise. Donc, comme on ne la développe pas, les populations de Bimbia sont dans la misère. Et comme ces populations sont dans la misère, donc on rate des opportunités de développement. Les quelques personnes qui arrivent n'arrivent pas à impacter un développement de la localité. Puis comme vous pouvez demander aussi le concours de l'UNESCO, pourquoi pas? Ah non, mais l'UNESCO est tout au fait du problème. Mais l'UNESCO dit c'est l'État camerounais qui doit pouvoir montrer déjà l'exemple, montrer son intérêt. C'est comme si vous me dites, là, vous avez votre maison et que dans votre jardin, il y a un potentiel, une nuit à développer. Mais si vous ne commencez même pas par tailler l'herbe pour qu'on puisse avoir accès à votre jardin, la brousse et que votre jardin est dans la brousse, la personne ne verra pas l'intérêt. Donc, il faut commencer, l'UNESCO dit, et, je pense que j'ai publié un peu des extraits dans mon livre de ce que l'UNESCO pense de Bimbia. L'UNESCO dit que aujourd'hui, c'est un lieu majeur, mais ce n'est pas à l'UNESCO de booster le projet, la promotion de Bimbia. L'UNESCO est là pour valider et pour donner un label, pour dire, voilà, maintenant, c'est un patrimoine mondial de l'humanité. Mais pour arriver à ce label-là, les communautés camerounaises, l'État camerounais doit faire un travail. Il y a des communes qui mettent des années, des dizaines d'années avant d'être reconnues. Mais quand je dis des dizaines d'années de promotion, de campagne, de mobilisation citoyenne. Mais je peux dire quand même qu'il y a des moments où je me sens seul pour porter chaque jour ce fardeau-là. Parce que les gens me disent, mais c'est bien, Alain, ton combat. Mais je dis, mais non, c'est pas mon combat. Ça ne devrait pas être mon combat. C'est notre combat. Et l'exposition que j'ai montée, heureusement, quand je dis ça, c'est pas que tout le monde le fait. Il y a des artistes peintres qui ne sont même pas camerounais qui m'ont dit, mais Alain, comment on peut faire pour t'aider? Je dis, chacun donne ce qu'il peut donner. Toi, tu es un peintre sur la thématique de l'esclavage, donne-moi un tableau parce que moi, j'ai un Bimbiatour qui a besoin de contenu. Et il y a un artiste, si on va sur Internet, on verra, il y a des artistes capverdiens qui vont chanter, il y a des poètes sénégalais qui vont faire, donner de leur talent. C'est comme ça qu'on construit ce travail-là. Mais tant qu'il n'y aura pas une reconnaissance institutionnelle, ça va rester une œuvre qui va faire que des gens vont se demander, mais Alain, pourquoi il le fait au fait? Il doit avoir un intérêt caché dans son histoire. Il doit avoir, comme on dit, un agenda caché. Donc, du coup, je deviens plutôt suspect parce que je dois savoir pourquoi je le fais et les autres, ils ne voient pas pourquoi ils doivent le faire. Donc, il y a c'est ce combat-là qu'il faut qu'on fasse et c'est ce que je dis à tout le monde. C'est qu'une fois qu'on m'a entendu, si c'est la première fois qu'on entend parler de Bimbia, il faut que la personne se dit, s'approprie cette histoire, dit, ça me concerne, moi, en tant qu'Africain, ça me concerne. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer ce combat? Pas seulement pour parler de Bimbia, mais en comprenant tout simplement que ce n'est qu'un maillon d'une chaîne. Donc, il faut remonter, si possible, les maillons de la chaîne. C'est pour ça que je suis allé à Badagry, c'est pour ça que je suis allé, comme je dis, à Gorée, c'est pour ça que je vais, quand j'ai l'intention d'aller à Ouidah. Donc, il y a tout ce travail-là à faire. Mais malheureusement, je peux dire qu'on a du mal à se coordonner. Même tous ceux qui travaillent sur le même sujet, on a du mal à s'accorder sur les actions et sur la façon de le faire. Merci Alain Michel Kenfac. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Alors, c'est un livre qui couvre 10 ans hein, d'Odyssée, je l'ai dit, d'entrée de jeu. Que souhaiteriez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre, concrètement, pour beaucoup plus Alors, tard? ce que je souhaite, ouais, ce que je souhaite, et je pense, et ce que je suis content, les premiers qui me font ceux qui me font leur retour de lecture, je me rends compte que j'ai atteint même au-delà de mes espérances, parce que la première des choses, c'est que ça m'a reconnecté même avec mes enfants qui ont compris le combat que je menais, parce qu'ils avaient l'impression que, bon, peut-être papa en fait trop, mais quand ils ont lu le livre,
ils ont compris mes absences, ils ont compris ma passion et ils s'approprient cela. Donc, j'ai des amis, comme je dis, qui ne sont pas camerounais, qui ne sont pas africains, qui ont lu le livre et qui me disent, mais Alain, qui me rappellent pour me dire, mais est-ce que tu as pensé à ci, est-ce que tu as pensé à ça? On devrait. Alors, j'entends, le on, ça veut dire que il s'intègre dans cette histoire. De toutes les façons, le commerce était triangulaire. Donc, c'est les trois composantes doivent être concernées par cela. Et donc, ce que je souhaite, c'est qu'on comprenne que l'histoire, ce n'est pas un passé. L'histoire nous permet de construire notre futur. Et si on veut un futur qui soit apaisé, il faut qu'on comprenne que nous devons penser les plaies de notre histoire. Et que cette première réparation-là doit commencer par la nôtre, par nous intéresser à notre culture et puis nous comprendre que on n'y va pas pour chercher de la revanche, on y va pour réparer. C'est pour ça que j'ai fini mon livre avec, en faisant référence à Mandela, parce que voilà un peuple qui a dû aussi penser des blessures d'une plaie faite par l'apartheid et qui permettent de vivre aujourd'hui. De temps en temps aussi dans mes conférences, je fais allusion à l'histoire franco-allemande. Quand on voit ce qui s'est passé, le passé de ces peuples-là et qu'aujourd'hui on parle du couple franco-allemand, on se dit, s'ils ont pu surmonter cela, donc le monde peut le faire. Les Noirs, les Blancs peuvent le faire et donc on peut avancer. Donc ce que je souhaite, c'est que on accepte d'en parler, qu'on accepte de s'investir pour que l'histoire devienne un levier culturel de développement. Merci Alain Michel Quinfa. Je rappelle que vous êtes auteur de l'ouvrage Bimbia 2015-2025, conférencier, militant de la mémoire et acteur engagé du dialogue entre l'Afrique et sa diaspora. Ça a été un plaisir de vous avoir eu sur notre plateau R7. Mais C'est surtout, moi, Monsieur Christian Perrin, qui vous remercie aussi de m'avoir accueilli et d'avoir contribué à me faire explorer tous les aspects, parce que souvent, c'est les questions, ce sont les bonnes questions qui nous permettent aussi de mieux expliquer. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite de continuer dans votre travail de passeur de mémoire comme vous le faites. merci, merci bien. Et je vous en prie, on va continuer avec Georges Gomagakisa qui va nous témoigner ce que lui, il a découvert en lisant votre livre. Et merci donc, on reviendra vers vous plus tard. Je vous remercie et à très Je bientôt, vous je en l'espère. prie. Voilà, nous sommes donc avec Georges Gomagakisa, docteur en sociologie, professeur à l'Université de Québec. Bonjour Georges, Bonjour Christian. merci d'être avec nous, de nous rejoindre sur ce plateau. J'étais avec Alain tout à l'heure pour parler de son ouvrage Absolument. Bimbia 2015-2025, un ouvrage que vous avez lu, c'est ça? Là, il est là, il est là, il est là, Christian. Hein? Et voilà, l'ouvrage a été suffisamment repris par la presse et les scientifiques également. Hein? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose. On va en parler. Hein? Donc Alors voilà. dites-nous donc ce que vous avez retenu de cet ouvrage. Bah, écoute, déjà, c'est une reconnaissance que je voudrais exprimer à une personne qui nous suivra, qui est du reste une amie au Québec. C'est Madame Véronique Envaux Cagrade, qui m'a mis sur les traces d'Alain Kinfac. Et puis voilà. Donc, Véro, merci pour ce contact. Et je suis dans le Finistère, en France, avec Alain. Alors, bon, euh, avant tout, Christian, il faut savoir aussi que je suis venu dans le Finistère, mais j'étais aussi en Afrique en tant que tel. Et donc, c'est te dire que l'Afrique nous tient à cœur. On se connaît depuis très longtemps, Christian, et chaque fois qu'on parle d'Afrique, ça réveille mon intérêt par rapport à ça. Suis-je panafricaniste? Oui, je le suis.
sur la base tout simplement d'une idée simple, c'est d'aimer l'Afrique, d'aimer simplement l'Afrique pour toutes les personnes, pas seulement les personnes qui ont une ascendance africaine, qui se revendiquent un peu de cette identité-là, mais toutes les autres personnes, parce que je pense qu'on peut trouver des panafricanistes qui ne sont pas africains en tant que tels. Voyez? Donc, c'est quand même très, très important pour ne pas le souligner. Bon, alors, bien, je ne vais pas revenir sur ce que Alain Michel a expliqué ici avec ses mots, parce que c'est lui qui a écrit cela. Ce que j'ai vu en plus de cela, j'ai découvert aussi, bon, il a dit lui-même, il n'est pas militant, ben, je n'en sais rien, mais je l'ai trouvé quand même aussi, quand on essaie de chercher sur son profil, on voit très bien aussi qu'il fait le témoignage quand même de l'histoire du Cameroun. Et là aussi, à l'entendre parler du Cameroun, parce que Bimbia, quand même, c'est en fait, cette fenêtre de la traite négrière au Cameroun qu'il rapporte ici, mais c'est aussi un témoin, euh, ça c'est moi qui le dis, c'est comme ça que j'ai compris, du moins de ce que j'ai pu lire sur lui et des discussions que j'ai eues avec lui depuis que je suis dans le Finistère avec lui, c'est que le militantisme, il est là. Les intellectuels sont aussi des militants, c'est-à-dire ceux qui s'engagent pour la cause de l'Afrique. C'est du moins comme ça que j'ai défini un peu cela. Alors, je vois qu'il y a eu la transition démocratique au Cameroun également. Et quand on voit un peu l'histoire du Cameroun, il y a des rapprochements qu'on peut faire avec l'histoire du Congo. Et Alain Kempfak, évidemment, je pense que j'invite nos auditeurs à se rapprocher un peu de en fait, de ces publications. Il est sur Facebook, il est sur WhatsApp. Je pense que il rapporte Évidemment, quand aussi des, qu'il est sur WhatsApp, il est sur Facebook. Pourtant, vous pouvez bien le découvrir à partir des réseaux sociaux, mais quel intérêt vous emmenez sur place, finalement? mais l'intérêt que je ramène sur place, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'Afrique, hein, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde s'intéresse à l'Afrique et ou que tous les Africains s'intéressent à l'Afrique. Mais ça, c'est leur problème. À chacun son truc, comme on le dirait vulgairement. Mais pour les personnes qui s'intéressent à l'Afrique, je pense qu'ils gagneraient beaucoup à lire Bimbia déjà. Bimbia. C'est la mémoire de l'Afrique de toutes les façons. Bon, on ne peut pas avancer quand on ne connaît rien de son passé, Christian. Le passé est très important. Il y a un rapport identitaire également. Et puis, il y a une dimension quand même aujourd'hui qui fait animer l'espace, le débat public aussi, surtout dans une période assez difficile que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire une période où beaucoup de choses se redessinent, des enjeux au niveau géopolitique et géostratégique en tant que tel. Voilà. Donc, il y a un grand chambardement à ce niveau-là. On voit, ça bouge en Europe, ça bouge en Amérique, ça bouge peut-être aussi en Asie, mais il faut que ça bouge également en Afrique. Et pour que, on ne peut pas attendre toujours. Aujourd'hui, avec Alain, en nous promenant un peu dans sa région, ben, on a quand même beaucoup parlé. Mais comment se fait-il que en Afrique, les choses ne marchent toujours pas? Pourquoi les choses ne marchent pas en Afrique? Les choses ne marchent pas en Afrique. Est-ce que c'est de la faute de cet héritage historique que nous avons par rapport à notre contact avec d'autres depuis la période, on va dire, les premiers contacts avec les Portugais qui ont commencé un peu l'affaire, la période esclavagiste qui a duré quand même 400 ans, hein, ça laisse quand même des traces. Et puis la période coloniale depuis 1884-85 avec la conférence de Berlin. Et puis ben, la période post-coloniale avec des années 60 avec les indépendances. Et on peut parler aussi de la post-coloniale coloniale également, Est-ce la que ça ne période que nous dépend vivons pas, aujourd'hui. pardon Georges, est-ce que ça ne Oui. dépend pas non plus de ce que l'on conçoit comme réussite? C'est quoi la réussite?
Ça peut partir de là, la manière Ben dont on oui, peut voir ce que c'est qu'une réussite, ou peut-être qu'on veut une réussite en fonction d'eux, en comparaison d'eux. À ce moment-là, oui, ça pose toujours problème. Si on veut réussir oui, comme les Occidentaux, l'Afrique c'est l'Afrique, l'Occident c'est l'Occident, nécessairement, il y a quelque chose qui ne marchera pas. Oui, Je oui, sais pas oui, si vous mais me faites écoute, comprendre. il parle, oui, ce qu'on appelle la réussite. Il y a certainement certains pays qui font relativement mieux que les autres. Mais moi, de toutes les façons, moi, je pense quand même que d'une manière générale, ne nous voilons pas la face, Christian Perrin. Nous ne nous voilons pas la face. D'une manière générale, en fait, le diagnostic qu'on fait de l'Afrique, c'est quand même cette admiration sur pas mal de points. Quand je prends par exemple, bah, chez les autres, j'ai vécu aux États-Unis d'Amérique. Le monde académique est un monde qui est structuré, où on forme quand même des gens avec des têtes bien faites et qui ont pour finalité, n'est-ce pas, de prendre en charge, n'est-ce pas, des pans entiers de la société pour évoluer, le fameux progrès socio-économique, comme on le dit. Bon, en Europe également, il y a la tradition des grandes universités. Et puis bon, mais en Afrique, c'est quand même assez lamentable de voir que même quand on prend, comme on appelle, le classement des universités. Mais il faut regarder combien d'universités africaines sont souvent dans ce classement-là. On n'en trouve pratiquement pas, en dehors de l'Égypte, l'Afrique du Sud et quelques pays. Et je parle des universités, mais il faut voir aussi, là je vais très loin, même l'éducation tout simplement, Christian. Mais l'éducation, quand même, c'est quelque chose de très important, à commencer par l'éducation primaire en tant que telle. Le Congo-Brazzaville, pour ne prendre que cet exemple-là, mais quand on regarde aujourd'hui, l'éducation au Congo-Brazzaville, c'est lamentable. Et le Congo-Brazzaville n'est pas seul, tu vois. C'est Donc, en lamentable et fait, le oui. Congo-Brazzaville n'est pas seul, vous avez dit. Revenons donc sur Bimba 2015-2025, vous avez lu le livre. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes qui vous suivent de 20 ans par là, voilà, la jeunesse Ben, africaine, et dire. ben, écoute, une fois, comme je l'ai dit tantôt, lire Bimbia, c'est d'abord s'imprégner de son histoire en tant que telle. Ça, c'est quand même très, très important pour ne pas le souligner. C'est d'abord savoir qui l'on est. Si vous avez parlé du progrès aujourd'hui, le fameux progrès, et on le pense aussi par rapport, n'est-ce pas, à nos rapports avec les non-africains. Aujourd'hui, quand tu viens en Afrique, ben, écoute, les grandes entreprises sont toujours des entreprises occidentales qui viennent un peu pour un petit projet. C'est toujours on fait appel aux Occidentaux. C'est comme si les Africains n'ont pas, n'est-ce pas, l'expertise nécessaire pour porter à bras le corps ces projets-là. Ça, c'est ce que l'on constate. Mais donc, c'est quand même aussi lire Bimbia, c'est d'abord s'imprégner de cette histoire passée et préfigurer l'avenir. Parce qu'une fois qu'on a lu Bimbia, et Christian, on a évoqué un peu mon passage en Afrique, mais j'ai oublié quand même, j'ai suivi aussi le discours d'Alain qui a évoqué la porte du non-retour aussi bien au Bénin que dans d'autres pays. Mais je rajoute qu'il y a aussi la porte du non-retour au Ghana, à Accra. J'étais à Accra et j'étais aussi à Cape Coast. Mais c'est à Cape Coast que se trouve, n'est-ce pas, le château Elmina. Et le château Elmina, vous visitez le château Elmina, vous sortez de là, Christian, vous êtes une personne transformée parce que les vestiges, n'est-ce pas, de cette période coloniale dont Monsieur Alain Kemfak raconte ici dans le cas de Cameroun, mais allez là-bas, si au Bénin on a reconstitué, si à Gorée on a reconstitué, si ailleurs on a reconstitué, eh bien, c'est dommage qu'au Congo-Brazzaville, avec Luango, par exemple, on n'ait pas pu faire quelque chose de reconstitué parce que c'est un site aussi reconnu, n'est-ce pas, de cette traite négrière. Mais je reviens sur Elmina. Mais Christian, les vestiges de Elmina, c'est incroyable. Tout est là. Tout est là.
C'est-à-dire que la fameuse porte de non-retour, je l'ai touchée de mes mains parce que j'ai visité ce château-là. Christian, j'ai des images que, à un moment ou un autre, je mettrai à la disposition de tout le monde. Mais quand on était là, tout le monde, il y avait toutes les nationalités là. Des gens qui venaient d'Asie, des gens qui viennent d'Amérique, d'Europe, d'Afrique, partout. Mais attendez, on nous a soumis à des expériences réelles. Par exemple, l'épreuve des cellules, Christian, l'épreuve des cellules. Là où on mettait la cellule des Européens, parce que les Européens, à cette époque, on peut évidemment les identifier comme les maîtres d'œuvre de cette opération-là, malheureuse, mais il y en a qui aussi certainement se comportaient d'une manière où on les mettait en prison. Mais quand on rentre, on nous a fait rentrer dans la cellule des Européens, on est sorti, on nous a fait rentrer dans la cellule des Noirs. Mais Christian, il faut être fort. Il faut être fort pour ne pas avoir le cœur arraché à cela. Donc, c'est des expériences que j'ai vécues de cela pour renforcer évidemment ce que Alain Kempfat dit ici. Il faut que les gens aillent aussi à Elmina pour le vivre et le sentir, tu vois. Donc, je pense que c'est très, très, très important. Et j'invite évidemment les jeunes d'aujourd'hui, parce que la mémoire se transmet aussi, hein, la mémoire se transmet. Bien sûr, on a la tradition écrite, on le met là, mais je pense que la fonction que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment d'intéresser les jeunes à cette histoire. Merci Georges Gomagakissa d'avoir témoigné évidemment sur ce livre, sur cet ouvrage aussi intéressant que nous recommandons donc à nos téléspectateurs qui nous suivent, les jeunes. Lisez, lisez pour ne pas mourir bête. Vous savez, il faut lire pour découvrir le monde, il faut voyager, découvrir. En tout cas, ça a été un plaisir, hein, Georges, Ben oui, mais c'est le plaisir partager est votre partagé, expérience. Christian. Et merci de nous avoir accordé ce petit instant durant mon passage dans le Finistère, la fin des terres, ici, et rencontrer mon cher ami Alain Kenfac. Et je lui ai dit, mais évidemment, il vit dans un cadre paradisiaque ici, hein. On est à la campagne, le cadre est vraiment paradisiaque. Et on comprend pourquoi il passe le temps à écrire, parce que on ne peut pas vivre dans un cadre comme ça. C'est vraiment comme au village. Voilà, comme au village. C'est retiré dans la nature et c'est Voilà, propice à oui. l'écriture et on comprend pourquoi il est prolifique. Et j'invite évidemment beaucoup de gens à passer voir Alain ici. Il vous recevra vraiment avec beaucoup de bonheur. Et parce que là-bas, on va respirer la nature, ça donne de bonnes Exactement. inspirations aussi, de bonnes idées. Christian, je le dis sous le contrôle d'Alain qui est à côté de moi. Oui. J'ai touché les fougères, tu vois, les fougères qu'on trouve chez nous au Congo-Brazzaville. Ça fait près de 30 ans que j'ai pas touché à une fougère, figure-toi. Et c'était un bonheur de toucher un peu, voilà, Voilà, merci, cette merci beaucoup, flore. Georges. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Grand merci de nous avoir suivis, mais surtout de nous avoir accordé votre attention. Cliquez sur le petit pouce solaire juste en bas de la vidéo après avoir partagé massivement. Aimez la culture, c'est un conseil que je vous donne. Vous ne mourrez plus pauvre. On se retrouve très prochainement. Merci. Merci, au revoir.